Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour traiter dans une nouvelle vidéo d'une question qui n'a pas forcément été traitée auparavant dans les livres ou dans les adaptations cinématographiques de Harry Potter et qui nécessite tout de même d'être peut-être un petit peu explorée pour avoir les idées bien au clair. Il est vrai, et nous vous en parlons, il est vrai assez souvent sur cette chaîne, la difficulté pour les fans du monde magique de J.K. Rowling, c'est que nous avons grosso modo deux blocs, vous le savez, qui s'affrontent un petit peu. Il y a d'un côté ceux qui ont lu les livres et ont donc 80% d'informations en plus globalement par rapport aux spectateurs qui, eux, n'ont pas lu les livres et n'ont vu que les adaptations cinématographiques. À cela, on pourra rajouter évidemment toutes les personnes qui parfois laissent l'adaptation cinématographique prendre le pas sur les souvenirs de lecture qui peuvent parfois, il faut bien le reconnaître, remonter à un petit peu loin. Certaines questions méritent donc d'être posées afin de remettre tout le monde au même niveau dans un premier temps, mais aussi dans un second temps tenter de fournir une réponse permettant d'explorer des zones qui se situent souvent dans des angles morts du récit ou qui n'ont pas fait l'objet d'un développement suffisant pour répondre à l'ensemble des questions et des interrogations qui pouvaient se poser. On va donc refaire un point sur tout cela. Nous avons déjà traité à plusieurs reprises, à plusieurs vidéos, du personnage de Sirius Black dans évidemment un petit peu toute sa complexité, même s'il sera nécessaire de les compléter, d'en compléter certaines et même pourquoi pas d'explorer davantage de surface de l'histoire de ce personnage absolument emblématique des romans. Mais en l'occurrence, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous avons aussi fait le choix de sélectionner ce sujet car vous nous l'avez proposé sous une de nos dernières vidéos et nous nous sommes rendus compte qu'il pouvait en effet être tout à fait pertinent de nous arrêter pendant quelques minutes sur le sujet. Vous le savez, cette chaîne est aussi la vôtre et quand vous avez des idées, des interrogations, des choses voilà, que vous aimeriez que l'on puisse, entre guillemets, tenter de couvrir un petit peu dans nos vidéos, il ne faut pas hésiter à nous le dire parce que tout de suite, ça peut aussi évidemment faire écho à plusieurs projets de vidéos que nous sommes encore en cours de constitution. Alors, il est vrai que lorsque l'on lit ou qu'on le regarde Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, le moins que l'on puisse dire, c'est que nous sommes assaillis par bon nombre d'informations qui étaient tout à fait nécessaires à planter le décor pour préparer, évidemment, vous vous en doutez, le retour du Seigneur des Ténèbres dans la Coupe de Feu. Le prisonnier d'Azkaban, comme la Coupe de Feu, font partie des livres les plus importants de la saga qui permettent de dévoiler bon nombre d'intrigues datant de la première guerre du monde des sorciers, voire même d'avant. En l'occurrence, pour la première fois, nous revenons sur les origines des événements qui se sont survenus à Godric Hollow le 31 octobre 1981 et sur les conséquences évidemment directes que ces événements ont pu avoir au-delà de la dramatique question de l'avenir même de Harry Potter. En l'occurrence, vous l'aurez compris, nous allons nous poser la question de savoir pourquoi Sirius Black n'a pas pu bénéficier d'un quelconque procès en bonne et due forme qui aurait pu lui permettre de présenter, pourquoi pas, sa version des faits et pourquoi aussi personne n'a jamais voulu vraiment découvrir la vérité sur ce qu'il s'était déroulé au sujet de la sécurité des Potter. Il est vrai que de très nombreuses questions peuvent se poser à ce sujet. Pourquoi Dumbledore ne s'est jamais rendu à Azkaban pour voir Sirius Black? Pourquoi personne n'a remis en cause la version officielle des événements? Pourquoi personne ne s'est jamais vraiment posé la question de ce qui avait pu conduire Sirius Black à agir de la sorte? Bref, vous l'aurez compris, on a quand même un petit peu de plein sur la planche et il est important de se mettre quand même au boulot pour ne pas vous faire une vidéo que vous imagineriez être très longue. Alors, forcément, pour rentrer dans le vif du sujet, il est quand même important de se remémorer collectivement le contexte un peu hystérique dans lequel se déroule notre histoire. Nous sommes en pleine première guerre du monde des sorciers, et Voldemort et ses mangements ne font que renforcer leur emprise sur le monde magique britannique et commettent, vous le savez, de très nombreuses exactions. Bien entendu, le ministère de la Magie et les membres de l'Ordre du Phénix tentent de résister et de déjouer bon nombre d'attaques et y parviennent généralement la plupart du temps. Mais malheureusement, ils enregistrent aussi de très nombreuses pertes. On le sait, les frères de Molly Weasley par exemple, et Priwet, plus tard les parents de Neville Londubat, et on pourrait malheureusement dresser une liste beaucoup plus longue, vous l'aurez compris. Il s'agit d'une période que l'on peut qualifier d'être très difficile. Sans que tout le monde ne soit au courant, un événement est venu quelques mois plus tôt bouleverser un peu l'équilibre de cette guerre, de cette première guerre du monde des sorciers, et donc ainsi que c'est tenant et aboutissant. Vous l'aurez compris, nous parlons évidemment de la prophétie annoncée par Sybil Trelawney à Albus Dumbledore, dont Severus Rogue a pu entendre une partie et la transmettre de manière directe au Seigneur des Ténèbres.
puisqu'il était concerné par cette information prophétisant l'arrivée de celui qui triompherait du mal et donc de lui qui en est l'incarnation absolue, ça paraissait plutôt logique. On notera d'ailleurs au passage la référence on ne peut plus chrétienne de l'annonce de l'arrivée de celui qui incarnera la victoire de la vie sur la mort. Ça, c'est pour le petit passage, mais c'est quand même quelque chose qui est très intéressant, notamment par rapport à tout ce qu'on a pu vous dire auparavant sur la manière dont J.K. Rowling a quand même truffé son œuvre de références chrétiennes et dont Harry Potter évidemment tire une bonne partie de son inspiration à l'intérieur donc de cette religion. Voldemort prête beaucoup d'attention à cette prophétie, considérant qu'elle peut représenter un éventuel danger. Ce qu'il ne sait pas, c'est que la prophétie entendue par Severus Rogue, donc à la tête de Sanglier, demeure pour le moins incomplète, mais ne va pas finalement venir changer grand-chose dans l'immédiat, vous vous en souvenez. Un peu à la manière d'Hérode qui a fait le choix de traquer les enfants juifs pour empêcher la naissance et l'avènement de Jésus-Christ, Voldemort, lui, va évidemment se lancer dans une recherche sensiblement similaire, mais évidemment à bien moindre échelle. Rogue a désigné, sans le vouloir véritablement, Lily Potter. Alice Monduba aurait pu être aussi un autre choix possible. Mais Voldemort n'ayant eu en sa possession qu'une partie de la prophétie, forcément, il lui manquait une autre partie qui lui aurait permis peut-être d'avoir une clé de lecture différente. Le fait est que son choix, à lui, s'est arrêté sur Harry Potter, ce qui semblait être le choix peut-être le moins logique si on prenait appui sur les théories défendues par Lord Voldemort, mais on peut dire que ce dernier n'est pas à une contradiction près, loin de là, Severus Rogue ayant probablement aussi pas mal aiguillonné, on va dire, d'autant plus le choix qui sera celui de Lord Voldemort. La question évidemment ne se posait plus, il fallait tuer le plus rapidement possible l'enfant à venir. C'est à ce moment-là que Severus Rogue va comprendre l'erreur absolument monstrueuse commise et le fait qu'il a scellé le sort de Lily Potter. Personne qui comptait évidemment, vous le savez, le plus à ses yeux, si ce n'est d'ailleurs même la seule personne à avoir compté un jour à ses yeux, peut-être en dehors de sa mère, mais vous savez que nous explorons ce concept et ces questions-là dans le cycle spécifiquement dédié au personnage de Severus Rogue, qui paraît à peu près tous les 2 mois et qui sera en 5 épisodes. On a déjà sorti 4 épisodes, il nous en reste encore un dernier à faire. Partant de ce constat, on sait donc que Rogue va arranger un rendez-vous avec Albus Dumbledore. Rendez-vous évidemment complexe à vivre pour le futur professeur de potions de Poudlard pour tout lui avouer et faire en sorte donc que la sécurité de Lily Potter soit assurée. On vous racontait d'ailleurs dans la 3e vidéo du cycle en cours sur le personnage de Severus Rogue la manière dont s'est déroulé cet entretien qui diffère un petit peu de la version de l'adaptation cinématographique. On vous parlait également de la manière dont Dumbledore avait accueilli bien plus que fraîchement un personnage aussi abject que Severus Rogue, à tel point que Dumbledore, dans un très rare accès de violence verbale qu'on ne lui reconnaît en réalité que très peu, aura même fait part de son dégoût devant le manque de sensibilité et même d'humanité assez évidente d'un mange-mort en plein repentir qu'était Severus Rogue. On sait que Dumbledore fera jurer fidélité et loyauté en l'échange de la protection de Potter à Severus Rogue. Inutile de dire que même sans cela, il est quasiment certain, même obligatoire, que Dumbledore n'aurait absolument jamais laissé tomber Lily et James Potter, mais en l'occurrence, il profite évidemment de l'occasion pour faire de Rogue un agent double à la sorte de l'ordre du Phénix. L'information délivrée par Severus Rogue demeure cependant intéressante, dans la mesure où Dumbledore a la confirmation que la cible privilégiée, qui est celle du Seigneur des Ténèbres, est bien celle des Potter, ce qui rend plus simple de monter un plan pour les mettre en sécurité. Pour une raison assez étonnante et que l'on serait véritablement en droit de remettre en cause, on va assez vite s'apercevoir que les Potter font le choix assez stupide a posteriori de demeurer à Godric Hollow plutôt que de prendre la fuite. Pour assurer la première barrière de protection contre Voldemort, Dumbledore et les Potter souhaitent recourir au sortilège de Fidelitas au lieu de prendre la fuite. Le sortilège de Fidelitas, c'est un sortilège qui est décrit comme étant d'une très grande complexité, permettant de cacher un secret au cœur d'une seule et même personne. Cette personne devient le gardien du secret et ce même gardien est le seul donc à pouvoir être en capacité de donner l'information qu'il garde en son cœur. Sans que cette information ne soit dévoilée par son récipiendaire, personne n'aurait jamais été en capacité de trouver la maison dans laquelle vivaient les Potter depuis pourtant la fin de leur scolarité, qui est la maison familiale des Potter. Là, pour le coup, c'est vrai que le sortilège de Fidelitas était un sortilège d'une très grande complexité, mais qui aurait pu faire ses preuves. Restait donc à choisir qui pourrait devenir le gardien d'un tel secret qui, mine de rien, avait le pouvoir de changer les événements du monde magique à tout jamais. Dans un premier temps, le choix des Potter s'établit de manière assez logique sur le personnage de Sirius Black.
Dumbledore n'est cependant pas très fan et pas franchement à l'aise avec l'idée de faire de Sirius Black le gardien du secret pour plusieurs raisons dont nous n'avons jamais connu l'exactitude. On sait que Dumbledore se méfiait des Blacks car il avait eu des informations sur le fait qu'un proche ou des proches des Potter servaient d'agent double et donnaient des renseignements au Seigneur des Ténèbres. Alors on ne sait pas exactement sur quelles informations Albus Dumbledore faisait reposer ses doutes. En réalité, il est tout à fait possible qu'il ait imaginé Sirius Black comme étant plus corruptible de par son ascendance et le fait qu'une partie de sa famille était déjà dans les rangs des Mange-Morts. À titre d'exemple, rappelons que Bellatrix et Narcissa sont ses cousines en ligne directe, Regulus Black est son frère, Lucius Malfoy deviendra son beau-frère, bref, les ramifications sont très nombreuses et la réputation des Blacks comme adorateurs de la théorie du sang pur n'est absolument plus à faire. Dumbledore connaissait donc forcément le lien qui existait entre James et Sirius, mais cela ne suffisait évidemment pas tellement pour justifier tout le reste. Peut-être a-t-il également imaginé que Sirius Black serait une cible plus simple à attraper pour Lord Voldemort. Le fait est que Dumbledore est absolument sceptique, et même plus que sceptique, et qu'au final, il va faire le choix de se proposer lui-même comme gardien du secret. En l'occurrence, cette proposition faite par Albus Dumbledore était probablement le moyen le plus sûr de garantir la sécurité des Potter, car à cette époque-là, Voldemort fuit de manière assez évidente l'affrontement direct vis-à-vis d'Albus Dumbledore, contre qui il n'est pas certain de pouvoir rivaliser tant sa magie est réputée pour être d'une puissance absolue. N'oublions pas que Dumbledore est toujours auréolé de la gloire qui fut la sienne après avoir défait le mage noir Gellert Grindelwald durant la seconde guerre du monde des sorciers, près de 40 ans auparavant, et ce sont les événements qui sont couverts évidemment par la saga des Animaux Fantastiques. Pour une raison là encore inconnue, les Potter vont refuser cette proposition et se fier donc à un autre plan. James Potter, ne comptant pas renoncer à la désignation de Sirius Black, il adresse une fin de non-recevoir que l'on imagine être polie à Dumbledore. La suite de cette histoire, personne, mis à part Lily, James, Sirius et Peter Pettigrew, ne la connaissent, et pour cause, Sirius Black en réalité ne la racontera que 13 années plus tard quand il fera face à Harry Potter dans la cabane hurlante et que l'ensemble des pièces du puzzle vont se rassembler. Cette vérité, qui demeure au centre de l'intrigue d'Harry Potter et le prisonnier à l'Azkaban, vient éclairer toutes les informations sous, on va dire, de très nombreuses nouvelles perspectives. En l'occurrence, la première d'entre elles, c'est que Sirius Black ne fut jamais le gardien du secret, contrairement à ce que tout le monde pouvait imaginer au départ. Sirius Black pensait, comme Albus Dumbledore probablement, que sa désignation comme gardien des secrets relevait de l'évidence pure et simple et que Voldemort risquerait de s'en prendre à lui de manière directe. Black savait qu'il ne trahirait pour le coup jamais Lily, James et Harry dont on sait qu'il était le parrain. Mais il lui semblait quand même plus intéressant de préparer un coup de bluff au cas où destiné à piéger le Seigneur des Ténèbres en conseillant à James de choisir Peter Pettigrew dont tout le monde connaissait le faible potentiel magique et le fait qu'il ne représentait globalement aucun réel danger et n'était calculé par à peu près personne. C'était tout du moins le plan de base. Dans la réalité des faits, ce que Sirius Black ne pouvait pas savoir, c'est que Pettigrew était un pur lâche qui n'avait absolument aucune conscience réelle pour lui et qui surveillait les Potter depuis déjà un bon moment à la solde donc des Mange-Morts. En soi, Sirius Black porte une grande responsabilité dans ce qui est arrivé à Lily et James Potter, évidemment. En encourageant James à faire le mauvais choix pour le gardien du secret, il est quelque part responsable. On ne peut pas non plus l'accuser de porter la culpabilité cependant de ces assassinats et en lui mettant ceci sur les épaules, ni même d'ailleurs la complicité. Pour lui, cette situation était évidemment et est évidemment impensable. Il ne pouvait pas imaginer une seule seconde une trahison venant de leur propre camp, en tout cas pas de cette manière. Alors, bien sûr, dans une guerre civile, comme la première guerre du monde des sorciers, où l'on voit s'affronter deux camps d'une même société, forcément, les trahisons, on va le dire directement, elles sont légion, elles sont violentes et parfois elles sont même très surprenantes. Bien évidemment que dans ce genre de contexte, tout le monde se surveille, que tout le monde devient parano, que tout le monde peut avoir des doutes sur la nature secrète et intime des uns et des autres. C'est le lot commun de toutes ces guerres. Sirius Black, on le sait, en a été la victime. Remus Lupin également, dont la nature de loup-garou pouvait lui aussi le rendre entre guillemets suspect. Le fait est que dans cette guerre, les amitiés sont plus fragiles que jamais et malheureusement pour les Potter et pour Sirius Black, ils vont en faire la dure et difficile expérience.
Il n'aura pas fallu une semaine pour que les Potter, cachés pourtant depuis des mois, se retrouvent donc exposés puis assassinés, le tout dans le contexte dramatique que nous connaissons et qui va mettre un terme, là pour le coup on ne peut plus définitif, à l'histoire de James et Lily tout en emportant Voldemort vers un destin lui aussi tragique et bienvenu qu'il n'avait évidemment pas du tout prévu. La protection offerte par Lily Potter à Harry Potter lui aura permis donc de survivre à l'attaque de Voldemort. Le soir des événements de Godric Hollow, on le sait, a été un soir très particulier dans l'histoire du monde des sorciers britanniques et plus largement pour le monde magique, on l'imagine en tout cas en général. De nombreuses rumeurs se sont fait écho de ce qu'il s'était déroulé à Godric Hollow. Il faut dire que le village est peuplé quand même de très nombreux sorciers, dont Bathilda Tourdesac qui habite encore à cette époque, et il semble à peu près évident que Dumbledore avait probablement placé des espions à proximité dans cette bourgade qu'il connaît forcément par cœur pour y avoir vécu, y compris y avoir vécu des événements absolument dramatiques, vous le savez. Les événements de la nuit à Godric Hollow diffèrent assez largement en fonction de si l'on se rapporte à la version des romans écrits par J.K. Rowling ou si l'on se réfère à l'adaptation cinématographique qui a pris quelques très larges libertés avec cette séquence importante qui vient expliquer là aussi de très nombreuses choses. Contrairement à la version de l'adaptation cinématographique, Severus Rogue ne s'est jamais rendu cette nuit-là à Godric's Hollow. Tout du moins, ce n'est absolument répertorié nulle part et Rogue ne transmet aucunement cette information dans ses souvenirs à Harry Potter lors de la bataille de Poudlard. Le premier à arriver ce soir-là sur le site des événements, un peu le Ground Zero du monde magique, si l'on ose dire, c'est Rubeus Hagrid qui trouve un champ de décombres et va dégager de celui-ci Harry Potter. Il est très vite rejoint par Sirius Black qui arrive sur sa moto volante, probablement prévenu, soit par le reste de l'ordre des Phénix de ce qu'il venait de se dépasser, soit, vous le verrez, par une certaine forme d'intuition. Hagrid, ce soir-là, n'y voit évidemment aucune malice. Il n'était au courant de rien, et encore moins du fait que Sirius Black aurait dû ou aurait pu être le gardien du secret des Potter. On sait que Sirius Black ce soir-là est complètement bouleversé, au-delà même du bouleversement classique. Sa première inquiétude, telle que rapportée en tout cas par Rubeus Hagrid 13 ans plus tard, peut paraître étonnante puisqu'il va s'enquérir tout de suite du sort du Seigneur des Ténèbres. En l'occurrence, cette question, qui était celle de Sirius Black, était logique dans la mesure où il pouvait représenter encore un danger pour l'enfant si ce dernier, même gravement blessé, traînait encore dans les décombres. À la suite, il a eu évidemment le réflexe de demander la garde de son filleul, ce qui là aussi peut paraître être quelque chose de tout à fait logique dans la mesure où il s'agit de son parrain et que cette discussion avait dû faire l'objet, vous vous en doutez, de très maintes discussions auparavant entre lui et le couple Potter. Seulement, on sait aussi que Albus Dumbledore avait évidemment d'autres projets, pensés probablement depuis un bon moment, c'est-à-dire de placer l'enfant dans la seule famille qui lui restait, celle du sang, et donc à la sœur de Lily Potter Petunia Dursley. On sait que Sirius va s'opposer, ou tout du moins va tenter de discuter sur cette question avec un Hagrid qui est ferme, qui est résolu à suivre, comme d'habitude, les consignes données par Albus Dumbledore. Sirius Black va finir par se rendre à l'évidence que la situation lui échappe sur ce point et ce moment est probablement un moment qui est décisif car on pourrait évidemment se poser la question de savoir quel tournant Sirius Black aurait pu donner à sa vie, quelle impulsion il aurait pu donner à sa vie s'il avait pris soin de Harry Potter et comment tout aurait pu changer pour lui comme pour l'enfant qui a survécu. Et pour le coup, cela semble être une évidence que ce moment est un moment charnière, est un moment important et ce serait peut-être d'ailleurs intéressant qu'on s'intéresse éventuellement à ce sujet-là. Rappelons que personne à ce moment-là de l'histoire n'est au courant que le changement de gardien du secret est intervenu. Dumbledore le pense donc coupable, Remus est probablement sur la même ligne, mais Sirius, lui, connaît la vérité et sait que la traîtrise ne peut venir d'ailleurs que de Peter Pettigrew. S'il ne peut remplir sa mission de parrain, au final, les chemins qui s'ouvrent à lui ne sont pas légion. En réalité, il n'y en a globalement que trois. Soit il sera accusé d'avoir trahi les Potter et finira sa vie à Azkaban, à plus ou moins brève échéance, avec le baiser du détraqueur en prime. Soit il devra prendre la fuite car l'histoire est tellement énorme qu'il ne pourra pas vivre normalement. Soit il retrouve le lâche qui a participé à l'assassinat des Potter et les venge d'une manière ou d'une autre.
C'est donc vers cette troisième voie que Sirius Black va faire le choix d'emprunter, évidemment, peut-être un chemin complexe, un chemin difficile, mais qui va démontrer aussi, si cela était nécessaire, qu'il est un homme droit et dont les valeurs n'ont jamais flanché, contrairement à ce que beaucoup auraient pu penser en raison d'un espèce de surdéterminisme familial lié à ses ascendances. Rétrospectivement, on sait que Rubeus Hagrid fera une mauvaise analyse de son échange nocturne avec Sirius Black, car lorsque le parrain de Harry Potter va faire la proposition de laisser sa moto volante à Rubeus Hagrid, jugeant qu'il n'en aura absolument plus besoin désormais, sur le moment, Hagrid va accepter. Mais au regard des événements qui vont suivre, Hagrid va faire la déduction que cette moto, beaucoup trop voyante, peut représenter à terme une gêne dans le déroulement de la cavale du fugitif qu'est Sirius Black. En réalité, nous le savons bien, les choses étaient absolument tout autres, et Black savait que le chemin qu'il avait choisi d'arpenter ne lui laisserait probablement plus vraiment l'occasion de se servir de cette moto avec laquelle il avait vécu tant d'aventures rocambolesques, notamment avec James Potter contre les Manches-Morts. L'obsession de Sirius Black est de retrouver Petit Gros et de l'annihiler. Soyons clairs, il n'est pas du tout dans l'idée de Black de remettre Petit Gros aux autorités. Le soir de l'attaque, Sirius a eu une sorte de pressentiment, on va dire, quelque chose de cet ordre-là, le poussant à se rendre dans la cachette de son ami Peter pour vérifier que tout était en ordre. Et seulement, aucune trace de lutte n'a pu être évidemment constatée. On comprend que Peter n'était pas censé quitter sa cachette dans la période où il assurait la protection évidemment des Potter. Sentant que les choses étaient inquiétantes, Sirius Black s'est rendu à Godric Hollow et a pris donc douloureusement conscience de l'immense erreur qui fut la sienne et des conséquences que cela a pu avoir. On peut imaginer évidemment qu'il est rassuré de voir que son filleul est en vie, mais c'est une vie d'orphelin au final qui est proposée à Harry Potter et ce n'était pas le plan. Sirius Black en ressent donc évidemment une profonde tristesse, une profonde amertume. En réalité, il ne se sent même pas digne quelque part de s'occuper de Harry Potter malgré ses demandes répétées auprès de Rubeus Hagrid. Dans un contexte aussi difficile et aussi compliqué que celui de la première guerre du monde des sorciers, il semble tout à fait évident que le sujet avait été évidemment déjà débattu entre les Potter et Sirius Black. Les parents de Harry Potter sont évidemment des parents qui sont responsables. On sait que les parents de James Potter sont déjà morts depuis un moment, ceux de Lily Evans le sont présentement également, et donc la seule famille qu'il leur reste au final ce sont les Dursley. Lily tente, on le sait, de garder le contact, mais il apparaît assez clair que ce n'est absolument pas la famille idéale pour élever un sorcier en devenir. Les activités de James Potter et de sa femme, notamment au service de l'Ordre du Phénix, les mettent nécessairement dans une situation de risque très élevé de mort, de blessure ou de disparition, ce qui peut revenir globalement au même. Et dans ce contexte de guerre, forcément, on se pose la question de savoir ce que deviendront les enfants en cas de pépin. Le choix des Potter était Sirius Black, mais Albus Dumbledore en avait décidé largement autrement car sa connaissance de la magie le poussait à confier Harry aux Dursley où sa sécurité serait garantie par des sortilèges en lesquels Voldemort ne croit pas et contre lesquels de toute façon il ne pouvait pas faire grand-chose en l'état actuel de sa situation. De plus, il faut se rappeler également que Dumbledore n'éprouve qu'assez peu de confiance vis-à-vis de Sirius Black et que par nature il se méfie donc globalement de tout le monde. À tort ou à raison d'ailleurs, c'est toujours un peu la difficulté dans ce genre de période historique complexe. Sirius Black imaginait-il véritablement élever à un moment ou à un autre Harry Potter à l'instant où il pénètre dans la maison détruite de Godric Hollow? C'est possible, mais il est sous le coup quand même de l'émotion. Et vous savez que les décisions qui sont prises sous le coup de l'émotion, parfois, ne sont pas les meilleures. Dans ce genre de situation, il ne peut absolument pas y avoir de réaction normale et de réaction raisonnée. Il ne peut pas, en tout cas, être dans autre chose que dans l'impulsivité. Et il serait franchement assez difficile d'imaginer une réaction assez différente face à un drame comme celui que Sirius Black est en train de traverser. Le fait est que cette porte se refermant sur le fait de garder Harry Potter, il est nécessaire pour Sirius Black de passer donc à l'étape de la vengeance. Quand il va retrouver Peter Pettigrew, évidemment, les choses ne vont pas se passer de manière posée et la discussion ne va pas véritablement avoir lieu. Alors, la réalité de cette scène a longtemps échappé aux autorités du monde magique, qui ne se sont reposées uniquement que sur des espèces de témoignages provenant des Moldus pour expliquer globalement comment s'était déroulée la scène. Pettigrew, qui savait qu'il était recherché par Sirius Black, mais aussi par les Mangemorts, qui ont compris quand même assez rapidement que ce traître était à la base de ce qui avait causé la perte définitive de leur maître, en tout cas c'est ce qu'ils pensent à cette époque-là,
évidemment, tout le monde pensait que Pettigrew ne comptait pas finir ses jours à Azkaban ou se faire rayer de la surface de la Terre parce qu'un mangement un peu énervé aurait dégainé sa baguette. Son objectif principal était de prendre la fuite et de se cacher le plus longtemps possible. Sirius Black va lui en offrir, entre guillemets, l'occasion plus vite que prévu. D'autant plus que, pour parfaire son scénario, Pettigrew va quand même, évidemment, monter une espèce de mise en scène, un espèce de spectacle grandeur nature qui va, mine de rien, séduire un petit peu son public, si on ose dire ceci. En l'occurrence, quand Sirius Black va retrouver Peter, c'est en public que les choses vont se passer. Alors que Sirius Black est clairement venu dans l'optique de tuer le traître, celui donc à qui il avait confié sa confiance et la vie de ses plus proches amis, Peter va une fois de plus encore se victimiser. Il ne va pas chercher à se justifier, bien entendu, parce que son acte est de toute façon par nature totalement injustifiable. Pour la première fois, Pettigrew va quand même savoir se montrer plus stratégique que cela et surtout beaucoup plus machiavélique que d'habitude puisqu'il, lui, qui était si timide et si faible par rapport aux trois autres maraudeurs, va quand même réussir à démontrer l'étendue de son savoir en accusant publiquement Sirius Black d'avoir tué Lily et James Potter, ce que tout le monde autour de la scène va entendre, et on ne sait pas si Sirius aura répliqué quelque chose, a priori non, car la discussion reprend dans la cabane hurlante près de 13 ans après cette nuit-là, mais le fait est quand même que les moldus sont formels, ils ont bien entendu ça. Ils sont d'autant plus formels qu'ils ont bien remarqué que ce Sirius Black avait sa baguette en main et Peter Pettigrew venait de sortir la sienne. Ce que les moldus n'ont absolument pas remarqué, ils ne le pouvaient pas puisque par nature tout cela a dû les surprendre, et que Sirius Black lui aussi n'avait pas vu venir, c'est que Pettigrew, malgré le fait qu'il ait toujours été, selon le professeur McGonagall, très mauvais en duel, va dégainer le premier, produire une explosion monumentale qui tuera, on le sait, plusieurs moldus, et qui blessera probablement assez légèrement Sirius Black. Pendant ce temps-là, on sait que Pettigrew se coupera le doigt avant de disparaître sous sa forme d'animagus. Le temps que Sirius Black reprenne entre guillemets ses esprits, Peter a disparu et lui donc a finalement et définitivement tout perdu. Il a perdu son meilleur ami, il a perdu son filleul, il a perdu Lily Potter et il est en train de se rendre compte qu'un autre de ses meilleurs amis en fait l'a trahi. Sirius a tout perdu et compte tenu de l'état de la scène autour de lui et de l'arrivée très rapide des autorités magiques, donc Cornelius Fudge, alors directeur du département des catastrophes magiques au ministère de la Magie, etc. Enfin, on voit bien qu'il n'y a absolument rien de positif pour s'en tirer. Et donc, Sirius Black va donner l'image, en tout cas c'est comme ça que Cornelius Fudge va la ressortir, d'une personne qui hurle de rire au milieu d'un cratère, ce que l'on pourrait voir comme étant une sorte de décompensation face à des cadavres un peu partout et à un unique bout de cadavre, pense-t-on à l'époque de Peter Pettigrew, et en réalité tout le monde sait que la mutilation qu'a subie Peter Pettigrew a été quelque chose de volontaire, mais comme personne n'était au courant du fait qu'il était un animagus, évidemment personne ne pouvait faire une telle hypothèse à cette époque-là de l'histoire. De plus, autour de la scène, tout le monde était formel et catégorique. Sirius Black était donc celui qui avait véritablement attaqué. Alors, maintenant que le contexte est clair pour tout le monde, il est évidemment temps de se rendre compte de ce qu'il s'est vraiment passé ce soir-là, après les événements racontés par Cornelius Fudge aux Trois Balais 13 années plus tard. Nous vous avons déjà parlé dans de très nombreuses vidéos depuis la création de notre chaîne du fait que J.K. Rowling avait très rapidement jugé dans ce roman utile, voire même nécessaire, de mettre en place une cour de justice permettant de juger tous les sorciers qui ont participé de manière plus ou moins prononcée et de manière plus ou moins active à la première guerre du monde des sorciers. Vous le savez, pour cela, il a fallu mettre en place des procès dont J.K. Rowling est allé chercher l'inspiration directement dans les procès de Nuremberg qui se sont déroulés après la Seconde Guerre mondiale pour tenter, là aussi, d'établir une échelle de responsabilité. L'idée de ces procès dans le monde magique était évidemment de tenter de mesurer les responsabilités des présumés coupables dans l'ensemble des exactions que le ministère de la Magie a pu relever. On sait que les Aurores, comme les membres de l'Ordre du Phénix d'ailleurs, n'ont pas chômé et ont réussi à mettre sous les verrous de très nombreux complices de Lord Voldemort. Ces procès, nous les suivons en partie dans les événements de Harry Potter et la Coupe de Feu, puis de Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Mais en l'occurrence, on sait que Sirius Black n'aura jamais eu droit à un tel procès. La question est de savoir évidemment pourquoi. En l'occurrence, nous sommes encore à ce moment-là en pleine guerre du monde des sorciers. On ne cherche donc pas vraiment à faire dans le détail ni dans la dentelle, tant les autorités du monde magique sont débordées de tous les côtés.
La mort de Lord Voldemort n'a pas encore eu le temps d'être confirmée de manière officielle et d'autres combats se sont poursuivis, on le sait notamment par exemple pour les Longs du Bas. On sait que certains raids venant de Mangemort très proches du Seigneur des Ténèbres ont aussi été menés. Il faut bien comprendre qu'il y a dans les périodes de guerre des temporalités, des actes qui échappent en fait à toutes les règles habituelles et logiques et à la manière dont devraient se dérouler habituellement les choses. Nous l'avions notamment perçu quand nous vous parlions assez récemment de l'élection du ministre de la Magie, où de manière extraordinairement claire, les temps de guerre viennent bousculer l'ordre institutionnel ou constitutionnel normal des choses. En l'occurrence, la première guerre du monde des sorciers a profondément bouleversé le fonctionnement d'une institution du monde magique, en particulier le ministère de la Magie, tant d'un point de vue politique que d'un point de vue judiciaire. De manière assez évidente, au moment de la capture de Sirius Black, nous n'étions absolument pas encore dans le temps de la justice, de l'attribution des responsabilités, des condamnations, de la réparation et encore moins de la réconciliation. À ce moment-là, on ne cherche pas vraiment la vérité. On se contente de constater des faits, surtout quand ils sont établis par de nombreux témoins, et de procéder à un enfermement direct, faute de mieux. C'est ce que nous appellerons plus tard, entre guillemets, dans le monde des Moldus, une espèce de justice d'exception en quelque sorte. Quand les autorités du monde magique comprennent ce qu'a fait Black, mais aussi l'état psychiatrique dans lequel il est, de manière assez claire, personne ne cherche vraiment à comprendre ce qui a pu motiver cet homme, qui semble entre-temps être devenu, franchement, on va se le dire entre nous, totalement taré. En toute logique, un cas aussi désespéré ne résisterait pas à l'épreuve que constitue la prison d'Azkaban et l'influence des détraqueurs. Fait que, généralement, on va dire, le condamné ne résiste franchement pas très longtemps à sa mort. On peut comprendre que les autorités judiciaires du monde magique puissent faire ce genre d'analyse car elle est absolument logique au final, surtout quand on parle d'un mec qui est en plein délire psychotique et qui se met à se marrer, donc avec toutes ces émotions évidemment assez effervescentes, on aurait pu imaginer que les détraqueurs seraient assez efficaces. Cette logique se retrouve également dans le fait que le responsable du département de la justice magique de l'époque, Barty Croupton Senior, veut se montrer, vous le savez, le plus inflexible possible et ne cherche donc absolument pas, là aussi, à faire dans la dentelle, ce qui sera quelque peu différent une fois la guerre finie, même si généralement la majorité des sentences qui sont prononcées par le jeune Maggot se termineront, on le sait, par des peines de prison à Azkaban. Le cas de Sirius Black est un cas encore plus particulier que les autres, car entre-temps, la communauté du monde magique des sorciers de Grande-Bretagne apprend que les Potter sont morts, que Sirius Black les a trahis et a rejoint Lord Voldemort avant de tuer Petit Gros et une dizaine de Moldus. Autant dire que l'opinion publique, qui traditionnellement n'est pas quelque chose et un corps particulièrement solide, ne peut que vouloir se venger. Et pour cela, il semble évidemment à peu près évident qu'il ne faut même pas entrer dans la logique d'un procès où un être aussi infâme aurait pu tenter de se défendre, ce qui aurait été une injure évidemment à la mémoire de Lily et James Potter. Sirius Black est également perçu, donc vous l'aurez compris, comme étant un psychopathe particulièrement dangereux et censé connaître certains secrets, pourquoi pas, de son prétendu maître en matière de magie noire. Impossible donc d'imaginer l'extrême même de sa cellule, car cela représenterait un risque énorme. Sous la bonne garde des détraqueurs, évidemment, le personnage ne risque pas grand-chose, ni de s'évader, ni de plaider une innocence qui ne peut relever de rien d'autre que d'un mensonge ou d'un fantasme parfaitement éhonté. Tout l'accuse, tout va contre lui, tout va à l'encontre de ce qui pourrait être sa version. Inutile donc de l'entendre au final. La seule chose qui peut nous surprendre, éventuellement à ce moment-là de l'histoire, c'est le fait de ne pas avoir eu à subir directement le baiser du détraqueur. Certains criminels y ont eu droit pour, entre guillemets, un peu moins que cela, comme ce fut le cas par exemple pour Barty Croupton Jr. à Poudlard lors des événements de Harry Potter et la Coupe de Feu. Partant de ce principe et de ce constat, forcément Sirius Black a suivi l'exemple d'autres personnages célèbres de la littérature, comme ce fut le cas par exemple pour L'Homme au masque de fer, ou encore plus récemment avec l'adaptation cinématographique du Comte de Monte Cristo. Là aussi, la justice, quand elle est passée, ne s'est pas posé beaucoup de questions et ne s'est pas énormément interrogée sur ce qui avait pu résulter des événements qui se sont déroulés dans la poursuite de ceux de Godric Solo. Il en résulte en réalité en fait la faiblesse des hommes et le risque de condamner toujours un peu trop rapidement ceux qui mériteraient peut-être d'être davantage explorés ou défendus. Et en l'occurrence, ça aurait été le cas, même si l'on peut comprendre que tous les éléments venaient plaider effectivement à l'encontre de Sirius Black, qui de toute façon, sur le moment, vivait bien trop dans le malheur pour tenter de se défendre. Sirius Black avait tout perdu,
personne ne pourrait le croire, même son ami Rémus Lupin s'en serait immédiatement et irrémédiablement méfié. Il était condamné à un long exil, il a probablement préféré la mort jusqu'aux événements, en tout cas, qui vont se réunir dans le prisonnier d'Azkaban, même si très rapidement, vous le savez, Petit Gros va devenir une véritable obsession. Donc voilà, grosso modo, en fait, pourquoi il n'y a pas eu de procès, en fait, à l'encontre de Sirius Black, pour la simple et bonne raison qu'on était dans une situation, en fait, de justice exceptionnelle, où l'important, c'était de montrer que le ministère de la Magie ne se laissait pas faire et n'hésitait pas à distribuer les condamnations à vie sans même passer par l'étape du procès et donc par le principe même de libre contradiction auquel peut s'adonner évidemment quelqu'un qui est mis en cause dans une affaire. Là, en l'occurrence, c'est vrai qu'il y avait tellement d'éléments que ça ne nécessitait pas forcément malheureusement de défense, mais vous l'aurez compris, c'était évidemment un sujet qu'il fallait qu'on aborde. Donc c'est tout pour cette vidéo, on espère vraiment qu'elle vous aura plu. Comme vous le voyez, n'hésitez pas à nous proposer dans les commentaires de nouvelles vidéos, des idées de vidéos qui vous plairaient, des choses que vous avez envie de voir un petit peu plus sur la chaîne. Nous, on aime bien interagir et pouvoir produire ce genre de contenu. Donc là, en l'occurrence, on a répondu à cette question et on espère vraiment que la réponse vous aura convaincu. Nous, en tout cas, on a essayé vraiment de travailler au maximum ce sujet-là et donc on se retrouve très bientôt pour plein de nouvelles aventures. N'hésitez pas à nous laisser un petit like pour nous encourager à continuer encore et toujours nos productions et évidemment aussi à partager cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne si notre contenu vous plaît. Donc on vous souhaite à tous et à toutes un très très bon été. On se retrouve donc dès la semaine prochaine ou avant si l'actualité le nécessite. À très bientôt.